Salutations, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle je vous rattrape toutes mes chroniques de l'année 2025 entre janvier et août. Donc cette fois-ci, durant cette vidéo, je vais vous présenter 4 livres de non-fiction que j'ai lus. Je suis en train d'en lire encore un en ce moment que j'ai pas terminé et je pense que je vais le relire avant de vous en parler parce qu'il est court mais il est hyper impactant. Donc il va falloir attendre encore quelques semaines avant que je vous en parle. Mais je vais déjà vous parler de 4 très belles découvertes personnellement que j'ai fait cette année dans la catégorie de la non-fiction. Le premier que j'ai lu, c'était au mois de janvier je crois. C'est une amie qui me l'avait prêté, coucou Camille si tu passes par là, que j'ai beaucoup aimé. C'est Atteindre l'aube de Dig Lee, qui est en fait une espèce de lettre qu'elle a rédigée, une lettre qu'elle a rédigée en hommage à, femme âge d'ailleurs, à sa grand-tante Georgie, qui était une femme qui a énormément marqué son histoire à elle, à Dig Lee, donc, et son identité de femme, parce que c'était pas une femme qui rentrait dans les clous, c'était une femme assez fantasque. Elle a eu plusieurs maris, elle a eu des amants, elle a eu plusieurs métiers, enfin elle a vraiment vécu une vie très très libre. Et je crois que c'est une grande inspiration pour Dig Lee qui, grâce à elle, en fait, a développé une espèce de conscience féministe un peu très très jeune finalement. Elle a noué un contact, une relation très particulière avec sa grand-tante. C'est tout ça en fait qu'elle nous partage dans ce livre qui est à la croisée entre du contemporain, du témoignage, de l'hommage, femme-âge comme je le disais. J'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé ça très émouvant. Et c'était vraiment très beau et ça se lit très très vite. Dig Lee écrit vraiment très très bien. J'avais lu un autre d'elle dont j'ai oublié le titre, mais c'est celui où elle se reclue dans un monastère en fait avec des sœurs. Elle essaye de vivre, de prendre une pause, de prendre du recul sur sa vie et j'avais beaucoup aimé aussi. Donc voilà, je recommande beaucoup de lire Atteindre l'aube. C'est très doux, c'est très beau et c'est très émouvant comme je l'ai dit. Ensuite j'ai lu un essai qu'on classe dans la catégorie sociologie, féminisme et autobiographie qui est La chair est triste hélas de Ovidie, et ça je l'ai lu, écouté plutôt en livre audio. Et je trouve que la 4e de couverture est tellement parlante que c'est ça en fait que je vais vous lire comme introduction et explication à cet essai. J'ai repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée par politesse pour ne pas froisser les égos fragiles, à toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joui, à tous ces coïts où j'avais eu mal avant, pendant, après, aux préparatifs douloureux à coups d'épilateur, aux pénétrations à rallonge, en position inconfortable, aux cystites du lendemain. À tous ces sacrifices pour rester coté à l'Argus sur le grand marché de la baisabilité. À toute cette mascarade destinée à attirer le chaland ou à maintenir le désir après des années de vie commune. Cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour, sans doute par peur d'être abandonnées une fois fripées comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Autrice et documentariste spécialiste de l'intime et du rapport au corps, Ovidie retrace ici la trajectoire qui l'a conduite à 4 années de grève du sexe. Et moi, je connaissais pas Ovidie en tant que réalisatrice, enfin je connaissais assez peu son travail finalement, et j'ai vraiment découvert cette femme à travers cet essai qu'elle nous partage, qui en fait nous renvoie à notre propre sexualité, oui, mais aussi notre propre manière d'envisager le monde et les relations avec les hommes à travers le prisme de cette sexualité et du marché de la baisabilité, comme elle appelle ça. Toutes les fois où en fait on essaye de se mettre en valeur à notre avantage, quand on sort, je garde encore des souvenirs assez marqués de cette lecture qui fait beaucoup réfléchir à pourquoi est-ce que parfois effectivement on s'impose tout ça quoi, voilà. Et elle, donc elle explique bien qu'elle a bien arrêté, elle a fait la grève du sexe avec les hommes pendant 4 ans et en fait c'est quelque chose, c'est un choix qui la concerne elle uniquement finalement, et quand elle le disait aux hommes, ils étaient paniqués en fait. Ils disent mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de la faire changer d'avis et ils disent c'est parce que t'es pas encore tombé sur le bon. Et en fin de compte, elle dit mais en quoi ça te regarde quoi, c'est ma vie à moi finalement. Et c'est ça aussi, c'est très drôle
de renverser cette espèce de position de force, de se dire en fait j'ai décidé que non, tout simplement je n'avais aucun intérêt à participer à cette mascarade et donc je me retire de ce marché. Ça panique les hommes complètement. Et donc je disais que je n'avais jamais vraiment connu le travail d'Ovidie. J'ai découvert aussi qu'elle avait été actrice pornographique, ce que je ne savais pas du tout. Donc j'ai découvert beaucoup de facettes de cette personne à travers cet essai qui est relativement court et assez bien écrit et assez percutant. Et si jamais vous êtes une femme, je pense que vous devez le lire, une femme hétérosexuelle particulièrement. Pas parce que vous devez faire une grève du sexe, pas du tout, mais juste pour remettre peut-être les choses en perspective et vous dire que en fait c'est possible et pourquoi est-ce qu'elle a choisi de le faire et quels sont les arguments ou en tout cas les expériences qu'elle met en avant qui permettent en fait de se rendre compte du cheminement qui l'a poussé en fait à dire au bout de X temps j'ai décidé de faire une grève. Elle a eu des rechutes comme elle appelle ça et elle exprime aussi ses émotions et ses sentiments et les résultats finalement, est-ce qu'elle a regretté ou pas les différentes rechutes et pourquoi. Voilà, je trouve que c'est assez éclairant comme lecture et si vous êtes une femme aujourd'hui dans la vingtaine, dans la trentaine, hétérosexuelle et que vous êtes en couple, franchement vous devriez le lire. Dans un registre engagé mais beaucoup moins, je vais pas dire agréable parce que du coup La chair est triste hélas est quand même assez humoristique par moments, moi j'adore les clashs qu'elle peut balancer, mais là on est sur un thème engagé et beaucoup plus lourd. C'est Triste Tigre de Neige Sino, ça a été publié ici aux éditions POL et ça a été publié aux éditions Point je crois, en format poche, à vérifier. Et si vous êtes passé à côté, je pense que c'est pas possible parce que ça a fait tellement de bruit que même en Norvège en fait il a été traduit. C'est l'histoire de Neige qui est l'autrice, c'est un témoignage, cette non-fiction, qui a été violée par son beau-père entre ses 7 et ses 14 ans. Voilà, il vivait dans le sud-est de la France vers Gap, Briançon, voilà, dans les Alpes. Une vie un petit peu alternative, assez pauvre en réalité. Sa mère en fait s'est remariée avec un autre homme après le départ de son père. Et en fait cet homme a abusé d'elle, qui est donc la fille aînée de 3 ou 4 enfants je crois. Et en fait des années plus tard, donc ça se passe dans les années 90-90 donc. Et en fait en l'an 2000 elle décide de porter plainte contre cet homme avec sa maman. Donc elles sont toutes les deux et elle porte plainte contre lui. À la suite du procès en fait il va être condamné à 9 ans de réclusion. Voilà, et puis par la suite voilà, elle a mis encore un moment avant de digérer tout. Elle a décidé d'en faire un livre et de livrer son témoignage, pas seulement en tant que victime mais aussi en tant que personne, que citoyenne de la société, et de se dire qu'est-ce qu'on fait en fait aussi avec ces personnes qui violent, avec ces incestes en fait finalement, parce que quand on sait qu'aujourd'hui un enfant sur 10 est victime d'inceste au sein de sa propre famille, donc de viol dans sa propre famille, c'est glaçant, c'est vraiment glaçant. Et se dire en fait oui je suis une victime mais on est encore dans un autre lieu, on n'est pas destiné à avoir l'étiquette victime toute notre vie. Et là, elle revient en fait sur son histoire, sur son expérience, sans tomber dans un pathos et dans une dramatisation excessive. Et je trouve que c'est un vrai tour de force d'arriver à faire ça parce que l'histoire est dramatique, l'histoire est horrible. C'est vraiment un récit qui est très difficile et très dur à lire. Et moi en plus je l'ai écouté en livre audio et c'est Neige Sino elle-même qui fait la voix. Donc c'était vraiment très poignant. Donc, malgré en fait la dureté et la difficulté du récit, on tombe pas donc dans ce côté très larmoyant, vous savez. Neige raconte son histoire avec beaucoup d'humilité, des fois des détails très crus en fait aussi, de manière très factuelle. Elle éclaire ça avec des récits d'autres auteurs, autrices sur le sujet du viol ou de l'inceste, comme Toni Morrison, elle parle de virginité dépendante aussi, qu'elle cite, et des statistiques. Donc en fait on a un témoignage qui se retrouve à la croisée des chemins avec d'autres types de récits et d'autres types d'informations qui sont vraiment là pour à la fois nous informer et à la fois en fait nous aider à entrer en empathie avec ces personnes parce qu'il n'y a pas de eux et de nous finalement. C'est un petit peu ça qu'on essaye de sortir de ce eux et nous
eux ils ont été violés, nous on n'a pas été violés, et enfin voilà. Et donc c'est une espèce de distance qu'elle essaye d'abattre finalement entre les personnes pour montrer comment ce qui s'est passé, comment sont les relations d'emprise, qu'est-ce qu'ils pouvaient lui dire. Et dans sa chance, j'ai envie de dire, dans sa chance, et elle le mesure elle-même, mais on met des guillemets partout dans ce récit, c'est que son beau-père, c'est encore pire je crois, n'a jamais nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a avoué en fait dès le départ, mais on a quand même fait venir des témoins, de la famille, des amis, pour parler de cette époque-là, pour essayer de comprendre, et tout le monde dit ben non, c'est pas lui, c'est un père aimant, il était gentil, il était très attentionné, il était pas du tout comme ça. Et en fait, la personne elle a avoué, et je trouve que c'est vraiment terrible de voir passer, à mon avis, à la barre, quand on est à son propre procès, et de voir passer les amis de la famille qui n'ont pas agi à l'époque, qui n'ont pas lu les signes, qui n'ont pas vu les signes, essayer de défendre cet homme qui a avoué, qui a confessé. Et moi j'étais ultra choquée. Sa mère, même quand sa fille lui a expliqué, lui a raconté les faits, elle est restée mariée à cet homme pendant encore longtemps. Elle l'a pas quitté tout de suite. Donc ça aussi c'est une épreuve à vivre, et donc Neige nous raconte tout ça dans cette histoire. Témoignage extrêmement difficile, mais je crois essentiel à lire pour tout adulte, particulièrement les adultes qui travaillent dans le monde de l'éducation. Faut pouvoir déceler les signes, faut pouvoir en discuter avec des plus jeunes, faut pouvoir en fait avoir les yeux partout, parce que c'est aussi notre devoir d'arriver à protéger nos proches, d'arriver en fait à se rendre compte, d'ouvrir les yeux sur les atrocités que peuvent commettre certaines personnes, en particulier ici, pour le coup, des hommes la plupart du temps. Pour vous remonter un peu le moral après cette grosse baisse de régime là avec Triste Tigre, ici j'ai décidé de terminer cette vidéo avec The Bilingual Brain de Albert Costa. C'est un documentaire que j'ai lu aux éditions Penguin Books, qui m'a été prêté, que j'ai adoré. Donc en fait ici il va vraiment être question de se poser la question comment est-ce que deux langues ou plus coexistent dans le même cerveau, quels sont les avantages, les challenges, comment est-ce qu'on apprend et qu'on oublie une langue. En gros, Albert Costa, il est neuropsychologue et il est linguiste, et en fait il partage les conclusions des études de la recherche en fait faite en sciences du langage depuis 20 ans, et il explique tout ça, et je trouve que c'est hyper intéressant de voir l'impact que peut avoir la maîtrise d'une langue étrangère et la maîtrise en fait d'une langue seconde, comme on appelle ça, de se dire qu'on est bilingue. Qu'est-ce que ça a comme impact concrètement dans notre vie, à part le fait qu'on parle une deuxième langue, qu'est-ce que ça a comme impact sur notre cerveau en fait de développement depuis la plus tendre enfance jusqu'à l'âge très avancé, parce qu'on parle du fait que quand on est senior, moi j'ai beaucoup de seniors qui venaient en classe qui disaient il faut pouvoir activer le cerveau pour ralentir Alzheimer, etc., etc. Et donc est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai? Voilà, je vous laisserai lire le livre si jamais ça vous intéresse, et je trouve que c'est vraiment passionnant parce qu'on arrive aussi à des conclusions comme quoi les bilingues en fait seraient meilleurs en résolution de conflits. Voilà, je trouve que c'est... On explique pourquoi, on explique tout ça, il décortique ça. Je l'ai lu en anglais et je trouve que malgré le fait que ce soit en anglais, je parle l'anglais, mais ça restait un essai, donc c'est pas toujours évident, j'avais l'impression, mais si, en fait, le vocabulaire qu'il utilise, les exemples qu'il prend, il a des tonnes et des tonnes d'exemples, ce qui fait que ça fluidifie vraiment tout ce côté scientifique et ce côté jargonesque en fait, est vraiment traduit et simplifié et fluidifié grâce à tous les exemples hyper concrets du quotidien en fait. Il explique aussi comment sont menées les études, comment sont testés les différents groupes, avec les groupes de contrôle, etc. C'était passionnant, j'ai adoré cette lecture, je vous la recommande 1000 fois si jamais vous vous intéressez aux sciences du langage ou au fonctionnement du cerveau. Et ce que j'aime aussi énormément, c'est qu'il met en garde contre justement tout ce qui est neurosciences, parce qu'il dit on a de l'imagerie du cerveau, mais en fait on a vite fait de tirer des conclusions sur des choses qui sont en corrélation mais qui sont pas en causalité par exemple. Donc voilà, je trouve qu'il est hyper honnête aussi dans sa manière d'approcher des questions essentielles qui nous partagent en fait l'état de l'avancée, l'avancée de la recherche, et de dire ça en fait on sait pas encore. On le saura peut-être dans quelques années, mais la question que ça pose, c'est tel truc par exemple, et il dit ça on ne sait pas encore, et c'est hyper intéressant. Ce serait intéressant de pouvoir avoir des données sur ces choses-là à l'avenir, pour
pouvoir justement approfondir le sujet. Et je termine la vidéo par celui-là parce que j'ai vraiment adoré et je vous le recommande très chaudement. Voilà donc, c'est tout pour moi pour cette troisième vidéo de cette série. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez toujours pas à liker la vidéo. Ça aide vraiment à vous abonner si c'est pas encore le cas aussi. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la vidéo numéro 4. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Salut!